Merci. Alors écoutez, on va faire court, surtout pour laisser la parole à Mathilde, qui est notre chargée de mission, puisqu'on va intervenir à trois voix. Donc la voix dominante, majeure, c'est celle de Mathilde, et puis nous, on sera un peu en contre-champ, Daniel, si tu permets, par rapport au message qui sera passé. Alors moi, je voudrais dire que déjà, dans un premier temps, par rapport à ce matin, avec ces interventions qui m'ont séduite, particulièrement intéressantes, et qui allaient d'ailleurs au-delà même du strict domaine forestier, qui allait en termes de gouvernance, en termes de philosophie, qui pouvaient nous interpeller plus largement que le domaine forestier, et c'est ce qui personnellement m'a séduit. Et je me disais, dans le fond, si on voulait résumer par un mot ces interventions, et peut-être aussi celles de des expériences plus techniques de cet après-midi, si vous permettez, Monsieur le Président, par un petit clin d'œil, je dirais que le mot qui pourrait être retenu, c'est le mot que vous avez choisi, c'est foresteranné. C'est un mot, c'est un néologisme que vous avez inventé. Alors, les poètes diraient c'est une licence poétique. Mais dans le fond, avec cette contraction de la forêt et de la Méditerranée dans un même mot, je crois que c'est tous les systèmes, c'est tous les modèles économiques, sociaux, environnementaux qui se retrouvent de façon en symbiose dans finalement ce qui fait à la fois la raison d'être et la richesse de ce colloque. Pour notre part, c'est un parallèle que je fais, moins poétique, entre Pyrénées et Méditerranée, qui est le nom de notre pays, c'est un peu la même chose. Notre territoire, vous le voyez sans doute sur la carte, c'est un territoire qui démarre à la frontière avec l'Espagne, aussi bien côté mer, à Cerbère, que côté montagne, au Vallespir, qui est donc dans le Haut-Vallespir, dans les Pyrénées, en frontière avec l'Espagne, et puis qui descend jusque sur la Méditerranée, et qui va même descendre très profondément dans la Méditerranée, puisque d'un côté on a le massif du Canigou, 3000 mètres, et on a au large de Banyuls des canyons à moins 3000 mètres. Donc on est vraiment, nous aussi, en symbiose, sur un territoire entre la montagne et les Pyrénées, donc, et la mer. C'est un territoire qui fait à peu près 104 000 habitants, 58 communes et 4 communautés de communes. Il se trouve aussi, par hasard, et le hasard fait souvent bien les choses, que c'est la 4e circonscription électorale pour les législatives des Pyrénées-Orientales. Ceci facilite quelquefois les choses. Pour une fois qu'on a une circonscription électorale qui correspond à un bassin de vie, à un territoire, c'est pas si fréquent, donc je me permettais de le signaler. Alors c'est un territoire, mais ce territoire, c'est aussi une gouvernance. Et je veux simplement, pour terminer ce petit propos introductif, dire que dans la gouvernance des différents sujets que nous traitons au pays Pyrénées-Méditerranée, aujourd'hui la forêt, mais il y a d'autres sujets, il y a la pêche, il y a l'économie, il y a l'emploi, etc., eh bien, notre principe de gouvernance, c'est d'avoir chaque fois un technicien, donc en l'occurrence un chargé de mission, aujourd'hui Mathilde, et un élu référent. Donc Daniel se présentera, il est maire d'une commune dans les Pyrénées, et puis il a d'autres qualités, d'autres expériences aussi en matière forestière. Et je crois que c'est vraiment un gage de bonnes méthodes, de bonnes pratiques, quel que soit le sujet, parce que laisser travailler des techniciens un peu hors sol, ou laisser des politiques, des élus, sans vraiment s'accrocher aussi à des compétences techniques, c'est pas l'efficacité. Et que dans le fond, les élus apportent une vision peut-être plus politique des choses, les préoccupations des communes, des communautés de communes, c'est à prendre en compte, des politiques territoriales, départementales ou régionales, et du coup ça enrichit et ça oriente le travail des techniciens. Et au cas particulier, ce binôme, pour ce qui nous concerne,
sans doute le plus efficace de nos binômes au sein du pays Pyrénées-Méditerranée. Et je vais laisser la parole à Daniel pour qu'il puisse présenter tout l'intérêt qu'il a à travailler sur ce domaine. Merci André. Bon, donc, comme André vous l'a dit, je m'appelle Daniel Beau, je suis maire d'une petite commune qui se trouve juste sur cette diapo, juste au-dessus du Haye de Céré, donc de 82 habitants. Je suis également président de la COFOR 66 et j'ai de multiples casquettes. Notamment, je suis également, et là je rejoins ce qu'a dit monsieur le forestier de l'ONF, c'est que quand il y a des endroits où peut-être ça ne se passe pas bien avec les chasseurs, et chez nous ça se passe très bien puisque je suis aussi vice-président de la Fédération de chasse des Pyrénées-Orientales. Ça arrondit pas mal les angles. C'est peut-être aussi pour ça qu'on m'a choisi pour être le référent à cette charte forestière de territoire. Il faut dire, c'est vrai que c'est des fois un peu tendu, mais on y arrive. Donc, pour en revenir à notre territoire, c'est un territoire qui est, comme vous l'a dit André, étendu depuis 3000 mètres d'altitude jusqu'à la mer. Un territoire qui fait 115 000 hectares et la forêt représente 64 000 hectares à peu près, soit 56% du territoire, avec une diversité importante, 86% de feuillus, 10% de résineux, 4% de mélange dans lesquels du chêne vert à 17%, du chêne liège à 13%, le châtaignier à 10% et le hêtre. Alors la particularité du Val-Espire, c'est la partie la plus en bas de la carte, on dira, c'est beaucoup du châtaignier, et pour ceux qui étaient présents à Montréal il y a quelques mois en arrière, bon, le châtaignier chez nous, comme partout, il a été planté. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en valeur un petit peu ce châtaignier en particulier. La propriété, c'est de la forêt publique à 26%, de la forêt privée à 74%. Là, on est sur les bases à peu près nationales, avec 17 forêts publiques pour une superficie d'un peu plus de 16 000 hectares et 6 676 propriétés privées avec 31 500 hectares. Donc là aussi, on voit qu'il y a un fort morcellement. Et ça, bon, c'est un petit peu partout dans la forêt méditerranéenne. Qui d'ailleurs, forêt méditerranéenne, et là je reprends ma casquette des COFOR, n'est pas très bien comprise lorsqu'on monte un peu plus loin que Rhône-Alpes, je dirais. Et je ne sais pas, mais je pense que demain il y aura quelques confrères à moi qui seront dans la salle et qui vous diront la même chose. La charte forestière de territoire, c'est un outil important. Elle a été instituée par la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001, renforcée par la loi de modernisation du 27 juillet 2010. Et la démarche charte forestière de territoire vise la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt à l'échelle d'un territoire. Donc nous, on a une histoire très longue puisque la première charte forestière du territoire, c'était celle de la Suberé catalane, donc qui a été créée en 2004 avec un périmètre de 15 000 hectares sur 36 communes. Plus tard, en 2009, on va créer une deuxième charte forestière de territoire, toujours sur le même pays, avec un périmètre de 50 400 hectares sur 17 communes. Grâce à l'animation qui a été faite avec Mathilde maintenant, mais il y a eu d'autres animateurs avant, mais grâce à ces animateurs, sans qui on n'aurait sûrement pas réussi, nous sommes arrivés, et c'est là que Mathilde prendra la main, à revoir cette charte forestière de territoire, puisqu'on est arrivé au terme, à la fin, disons, de cette charte de territoire, et on s'est fondu en une seule charte forestière de territoire sur l'ensemble du pays Pyrénées-Méditerranée. Et là, je vais laisser la parole à Mathilde, qui va vous expliquer la suite de l'évolution. Oui, alors du coup, les deux chartes forestières de territoire arrivaient en fin de programmation en 2014. Du coup, on a lancé un gros projet d'évaluation des deux chartes forestières, parce que c'était un petit peu nouveau. On connaît l'importance de l'évaluation. C'était une attente des élus, des partenaires, notamment de nos partenaires financiers, et on a eu besoin d'analyser un petit peu la plus-value au bout de 10 ans pour voir si c'était intéressant, pertinent de continuer et pourquoi. Du coup, on s'est basé sur des indicateurs quantitatifs qui ont été mis en place par la Fédération nationale des communes forestières, l'outil EVAL-CFT. Puis on a complété ça sur un volet qualitatif en menant des enquêtes auprès de l'ensemble des membres du comité de pilotage et puis avec des sous-groupes en entretien, voilà, de 4-5 personnes, avec un volet un petit peu prospectif pour faire le point.
Du coup, c'est des travaux qui ont été menés sur 2014-2015 et on en a retiré un bilan très positif. Puisque sur donc la dernière précédente de 5 ans, puisque c'est des stratégies forestières qui sont menées sur 5-6 ans, voilà, on avait 41 actions qui ont été menées pour 2,6 millions d'euros investis, avec 30% d'autofinancement des différents partenaires. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'autant l'animation des chartes forestières se fait par le pays Pyrénées-Méditerranée, mais la mise en œuvre est vraiment collégiale, collective. Je vous parlerai tout à l'heure de la gouvernance, mais les actions sont portées par de multiples maîtres d'ouvrage différents, publics et privés. Là, on en avait une douzaine qui ont mené ces 40 actions, grâce aussi au soutien financier de l'Europe, de l'État, de la région et du département. Donc ça, c'est les aspects un petit peu quantitatifs. Et sur le volet qualitatif, on a prouvé qu'il y avait une plus-value, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs étaient d'accord pour dire que ça avait dynamisé les filières, que ça avait permis de la mise en réseau entre les acteurs, qu'il y avait un accompagnement qui était très important des différents porteurs de projets. Et donc, il y avait un souhait vraiment collectif de poursuivre la dynamique. Du coup, en février 2015, le comité de pilotage a décidé de renouveler la stratégie forestière, donc la charte forestière, suite à ces résultats. Il y avait aussi le fait qu'il y avait déjà une gouvernance unique entre les deux chartes forestières, qu'il y avait aussi des projets qui se menaient à l'échelle du pays plutôt que sur l'une ou l'autre des deux chartes forestières. Donc ça semblait logique d'aller sur une charte à l'échelle du pays. Il y avait aussi des enjeux qui étaient non intégrés, notamment une filière de valorisation du mycocoulier qui n'était pas intégrée sur les périmètres. Donc il y avait vraiment besoin de réévaluer finalement notre charte, de la renouveler, de la réviser pour mutualiser les moyens, répondre aux différentes attentes de nos partenaires et avoir une visibilité accrue, notamment au regard de la fusion des régions. On avait besoin d'être aussi un petit peu plus gros en termes de stratégie forestière. Du coup, on a travaillé sur un diagnostic, sur sa révision, et là, je réponds un petit peu à une des consignes qui nous était donnée de vous préciser un peu les différents enjeux qu'on a sur nos territoires. Donc la forêt, vous l'avez vu, ça vous a été présenté tout à l'heure par Daniel, c'est un élément constitutif et identitaire du territoire, de par sa présence. On a différents types de peuplement. Et puis on a une vision citoyenne aussi, on a fait une enquête de la population pour voir un petit peu comment ils voyaient leur forêt. Et ça rejoint les interventions de ce matin. On est bien sur la nature, un espace de détente, de loisirs, plus que finalement de l'emploi ou de la production de bois. Après, on a beaucoup tout ce qui est chez nous de la cueillette, la chasse, donc vraiment sur des activités de loisirs en forêt. Ensuite, on a vraiment un pool sur tout ce qui est patrimoine écologique et paysager, qui est soumis aux risques naturels. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a plusieurs sites Natura 2000, on a des réserves naturelles nationales, dont la réserve de la Massane, qui est en gestion en réserve intégrale, et c'est une forêt qui ne subit plus du tout de gestion et d'intervention humaine, pour voir justement comment ça suit son cours. On a 95% de nos forêts qui sont en zone ZNIEF ou ZICO, voilà, donc rien que ça. Donc c'est pour vous dire qu'on a vraiment des enjeux importants au niveau écologique. Et donc on a travaillé aussi à faire le bilan sur les risques naturels qui étaient présents. Donc comme toute forêt méditerranéenne, on est soumis à l'incendie. On a des problématiques d'inondation, d'érosion. Donc on a eu, il y a quelques dizaines d'années, des gros travaux de restauration de terrains de montagne. Et puis, une nouvelle donnée qu'on a rentrée dans nos chartes aussi, c'est le changement climatique et comment on peut essayer de se positionner sur cette adaptation. Donc ça, c'est quelque chose où on manque encore pas mal de données et de retours d'expérience concrets pour pouvoir avancer, mais on commence en tout cas à l'intégrer dans nos stratégies. Ensuite, il y avait un gros volet sur la forêt comme ressource naturelle pour les différentes filières économiques. Donc on a beaucoup traité la filière bois, sur les aspects sylvicoles, l'exploitation, avec les soucis qu'on peut avoir de desserte par rapport à la desserte en tant que telle, et puis les accès, puisqu'on est sur des forts reliefs. Et comment on le valorise avec des filières pas mal liées au bois énergie, notamment la plaquette forestière, puisqu'on a perdu cette culture forestière dont on parlait aussi ce matin, et où du coup beaucoup de peuplements ont été laissés à l'abandon. Et donc maintenant qu'on essaye d'y revenir, on a beaucoup de petits bois qui se valorisent plus en papeterie ou en plaquette forestière qu'en bois d'œuvre aujourd'hui. Mais voilà, il faut travailler sur le long terme. On a aussi des filières donc très spécifiques sur le tilleul ou sur le mycocoulier.
On a une filière liège aussi sur notre territoire, sur le massif des Aspres et des Alberts, avec une ASLGF justement qui regroupe une centaine de propriétaires et qui remet en production les suberets. Et puis d'autres productions, donc on parlait de sylvopastoralisme, d'apiculture, on a des productions de truffes, de champignons. Donc on intègre aussi ces différentes filières dans le cadre de la charte forestière. Et enfin, un autre axe assez important, c'est la forêt comme support d'accueil du public pour les loisirs en pleine nature. Donc on a de nombreuses activités qui se font en forêt chez nous. On a plus de 60 professionnels qui encadrent des activités, sans compter tous ceux qui viennent pratiquer ces activités en individuel seul. On a du patrimoine bâti, des savoir-faire qui sont liés à la forêt ou qui sont situés en forêt. Donc du coup, on a l'intérêt de pouvoir avoir une opportunité de développer du sylvotourisme, soit du tourisme vert, soit voilà, de faire découvrir la forêt avec d'autres points d'attraction sur notre territoire. Donc on travaille actuellement avec l'agence de développement touristique pour voir comment on peut essayer de développer ça avec les hébergeurs et les différents professionnels. Donc du coup, on a voilà, de nombreux enjeux sur nos forêts et l'idée, c'est de pouvoir les concilier au sein d'une stratégie partagée via une gouvernance et des groupes de travail multidisciplinaires. C'est un petit peu la force et le message qu'on a envie de faire passer sur la charte forestière. C'est que depuis le début, on a une très grande diversité d'acteurs qu'on mobilise et qui se mobilisent avec nous sur ce projet. Là, il n'y en a finalement que quelques-uns. Vous en avez déjà une vingtaine en sigle. Ce sont ceux qui ont signé notre charte forestière et ce sont ceux qui sont membres voilà, de notre comité technique et du comité d'élus. Donc en gros, vous avez nos 4 communautés de communes, sachant que toutes les communes sont intégrantes au comité de pilotage. Bien sûr, les institutions, l'État, la région, le département, l'interprofession du bois, les différents organismes forestiers, ONF, communes forestières, CRPF, syndicats, Bois Énergie 66, la coopérative des gestionnaires, donc celui notamment qui travaille le plus sur notre territoire, l'Institut méditerranéen du Liège. Et puis on a donc le groupe ornithologique du Roussillon, le Conservatoire d'espaces naturels, la Fédération des réserves aussi qui sont vraiment présents à nos côtés sur ce montage, les organismes de tourisme, une association d'éducation à l'environnement, les chambres consulaires, bien sûr, donc avec la chambre d'agriculture, et puis le SIGATEC qui est le syndicat de gestion du bassin versant du TEC. Bon, là, je vous les ai listés rapidement, mais c'est pour vous montrer vraiment cette diversité. On a aussi des associations citoyennes et on essaye petit à petit de raccrocher, on avait leurs représentants, mais des entreprises aussi en direct. Voilà, par rapport à des travaux qu'on a menés justement sur les 2 dernières années, de recensement et d'enquête auprès des entreprises, puisqu'il manque aussi leur regard vis-à-vis de ces travaux. Du coup, comment ça a fonctionné, notamment sur l'élaboration de cette nouvelle charte? J'ai travaillé avec notamment mes trois comités de gouvernance. Donc, mon comité technique qui regroupe une vingtaine de structures, qui est là pour définir techniquement les orientations et le programme d'action, et qui va être là pour le suivre techniquement et apporter des billes au niveau de la réalisation des actions. Ensuite, généralement, j'ai mon comité d'élus que je sollicite ensuite. Là, on a avec une quinzaine d'élus à la fois de collectivités, mais aussi de structures, où là, l'idée, c'est plus de valider politiquement ces orientations et ce qu'on discute en comité technique. Et enfin, au moins de manière annuelle pour la mise en œuvre, mais il s'est réuni beaucoup plus que ça lors de l'élaboration, c'est le comité de pilotage qui est là vraiment pour suivre, évaluer et valider de manière générale l'animation de la charte et les actions qui sont mises en œuvre. Du coup, là, on est vraiment sur des bilans annuels et sur comment on fonctionne. Après, dans le cadre de l'élaboration, pour être sûr d'avoir une vision croisée des regards, parce que l'idée, c'est bien ça, c'est de répondre à la question comment on concilie production, nature, les différents usages en forêt. Ce qui a été décidé, au-delà de ces comités qui regroupent ces différents acteurs, c'était d'organiser notamment, lors de l'élaboration du programme d'action, une journée, un atelier en mode, comment je vais dire ça, c'était pas du brainstorming, mais c'était vraiment des sous-groupes. C'est-à-dire que j'avais plus de 40 participants qui réunissaient l'ensemble des acteurs, qu'on a divisé en 4. On a fait 4 mini-ateliers, un par enjeu, en fait. Et ils ont tourné pendant toute la matinée, ces sous-groupes qui étaient déjà mixtes.
Et ils ont tous pu apporter leur vision par rapport aux différentes actions qui étaient proposées sur ces 4 enjeux que je vais vous présenter tout à l'heure. Et l'après-midi, on a fait des assemblées où on a échangé ensemble sur si les actions étaient pertinentes, si on devait les garder, qui allait les mener exactement, et voilà, et échanger un petit peu sur le contenu. Du coup, sur un an, on a pu mobiliser plus de 200 participants sur ces comités et ces ateliers, et ce qui a permis d'avoir vraiment ce que j'appelle la croisée des regards sur cette stratégie. Du coup, on a atteint une stratégie qui est assez ambitieuse. Je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à avoir ce résultat-là quand j'ai démarré l'élaboration de la charte forestière. On a 4 enjeux qui sont déclinés en 10 objectifs stratégiques. L'idée n'était pas forcément de s'éparpiller, donc on est resté assez concis. Sur les enjeux, donc on a quelque chose d'assez chapeau, transversal sur la mise en œuvre collective de la stratégie, avec tout ce qui est animation, accompagnement des porteurs de projets, tout ce qui est communication, sensibilisation, formation. Un enjeu B qui est la préservation et la gestion adaptée du patrimoine forestier, prenant en compte les risques naturels et le changement climatique. Donc avec des enjeux justement d'augmenter la part de gestion durable des forêts, des actions de préservation de biodiversité, de la gestion selon les risques naturels. Ensuite, un enjeu C qui est plus sur la valorisation des ressources forestières du territoire pour développer les filières locales de l'amont à l'aval le plus possible, sachant qu'après, on a des maillons qui nous manquent, notamment en termes de sillage. Donc, il y a quand même des partenariats à faire avec des acteurs hors de notre territoire, notamment sur le département. Donc, avec beaucoup de fiches actions sur la mobilisation du bois, du liège et la structuration des différentes filières locales. Et un enjeu D sur la valorisation des espaces forestiers comme support d'activité en conciliant les différents usages et enjeux de la forêt. Donc là, avec pas mal d'actions sur l'organisation de l'accueil du public, avec soit de l'équipement, des aménagements de sites, ou encore des études pour concerter des usages, parce qu'on a des soucis, notamment sur du canyoning ou sur le développement de VTT de descente, par exemple, qui pose souci. Donc là où on a besoin de mettre en place des groupes de travail avec les différents usagers, pour pouvoir donc concilier les différents usages. Et voilà, au travers de ces enjeux et de ces objectifs qui étaient proposés donc, aux membres de la Charte forestière du territoire, on a plus de 100 actions qui ont été proposées avec des maîtres d'ouvrage identifiés, une quarantaine de maîtres d'ouvrage identifiés, publics et privés, pour pouvoir mettre ça en place. Du coup, on va conclure un petit peu là-dessus sur le retour d'expérience. C'est vrai que ce qui a bien marché, c'est qu'on a eu une forte mobilisation et une grande diversité de nos acteurs. Ça a pu se faire parce qu'on a un fonctionnement historique, on a un retour de 10 ans. Du coup, c'est vrai que les partenaires nous connaissent bien sur cette thématique. Le fait qu'on ait un binôme élu-technicien a quand même très bien fonctionné, comme le disait mon président. Et de plus, pour pouvoir aller sur autre chose que les filières économiques bois, ce qui a bien aidé, c'est que quand je suis arrivée sur mon poste, j'avais comme mission de faire deux travaux. D'une part, une étude d'état des lieux sur l'offre touristique en forêt, et aussi de travailler dans un projet qui a été retenu dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, c'est-à-dire d'élaborer une stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en forêt. Du coup, on avait commencé à travailler avec les acteurs à la fois naturalistes et touristiques d'autre part, sur les sujets qui les intéressaient. Et du coup, de créer des liens, de commencer à monter des projets ensemble. Et quand on a fait appel à eux pour élaborer cette nouvelle stratégie forestière, ils ont répondu présent. Et dans le cadre du plan d'action, ça se retrouve, puisque j'ai des actions de la Fédération régionale des réserves catalanes, des actions du Conservatoire d'espaces naturels, des actions du groupe ornithologique du Roussillon qu'on n'avait pas précédemment. Pareil sur le tourisme, j'ai des communes qui se sont positionnées là-dessus, ou j'ai l'agence de développement touristique qu'on n'avait pas initialement finalement dans la charte, qui étaient informés, qui faisaient partie du comité de pilotage, mais qui ne venaient pas forcément ou qui n'étaient pas acteurs ou impliqués, je dirais, activement. Donc pour moi, c'était plutôt une réussite. Après, le frein ou la limite qu'on peut mettre, c'est il faut réussir à maintenir cette dynamique dans le temps, alors qu'on a une problématique de moyens de nos partenaires. Donc il faut réussir à optimiser les sollicitations, sachant que je ne suis pas toute seule à les solliciter. La thématique forestière, c'est qu'une parmi tant d'autres. Je pense que vous savez de quoi il retourne. Donc il faut réussir à maintenir un intérêt un petit peu donnant-donnant,
avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils y trouvent un intérêt à venir participer au-delà de la mise en réseau qu'on peut faire et de l'échange constructif. Et puis, il faut réussir à maintenir aussi dans la durée les structures animatrices. Donc là, c'est un petit peu un clin d'œil aussi pour demain, puisque je sais qu'il y a pas mal d'institutions qui interviennent. C'est que, voilà, pour que ça tourne, ce qui est ressorti de l'évaluation, mais je laisserai mes élus intervenir là-dessus, c'est la nécessité d'avoir quelqu'un qui anime. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'il faut minimum un mi-temps, voire un temps plein pour que ça puisse fonctionner, sachant que l'animation, c'est pas que organiser ces réunions, c'est accompagner les porteurs de projets, aller négocier éventuellement des subventions. Depuis le lancement de la charte qui a été validée donc le 19 mai cette année, je ne fais que ça depuis 6 mois. Ça marche, mais il y a du travail. Du coup, l'autre point vraiment positif, c'est qu'on a une stratégie que j'appelle partagée, qui arrive à intégrer les différents enjeux. Ça se voit, je dirais, dans les orientations qu'on a prises, mais ça se voit aussi dans le plan d'action. C'est-à-dire que parfois, on se dit, oui, on va intégrer tous les enjeux, on les a, je dirais, sur le papier, mais après, dans le plan d'action, ça n'est pas forcément reflété. Alors que là, déjà, j'ai des actions sur mes axes qui touchent un petit peu plus les différents usages. Et en plus, là, on arrive à les mettre en œuvre. Il y en a qui démarrent dès cette année. Donc ça, c'est quand même une vraie réussite. Mais voilà, ça rejoint un petit peu mon propos précédent, c'est qu'il faut qu'on arrive à le mettre en œuvre. La seule question qui est arrivée lors du comité de pilotage de validation de la charte, c'est bon, mais maintenant, comment on fait pour le faire? Comment on trouve les financements pour le faire? Et c'est vrai qu'avec la baisse générale des aides financières, la période blanche qu'on a eue sur certains fonds, notamment européens, là maintenant, chez nous, en tout cas au niveau régional, vu qu'il y a la fusion, c'est un petit peu compliqué. La loi NOTRe qui enlève la compétence générale au département, donc ils ne peuvent plus financer sur le développement économique. C'est vrai qu'on se retrouve un petit peu sur une période un petit peu tendue, où on a certaines structures qui se retrouvent en difficulté. Et notamment aussi, je fais le lien avec ce qui a été dit ce matin, sur les projets multifonctionnels, on a quand même du mal à trouver des fonds parce que c'est quand même très catégorisé. Voilà, on a des services techniques très catégorisés dans les institutions et ça se retrouve aussi sur les financements des fonds. Voilà, je vais laisser mes élus peut-être conclure. Donc voilà, nous, ce qu'il y a, c'est que la conclusion, pour nous, c'est simple, c'est une affaire qui marche, je dirais. Et elle marche pourquoi? Parce qu'on a une chargée de mission, Mathilde à côté de moi, là, qui est à temps plein là-dessus, et qu'on a vraiment besoin d'elle pour pouvoir continuer et réussir. Sans elle, s'il n'y avait pas un temps plein, on n'en serait pas là où on allait. Alors la réussite, c'est la mobilisation aussi bien des élus, mais pas que, puisqu'on l'a vu sur une des diapos, beaucoup de réunions de travail, 200 participants à nos réunions de travail. Je crois ça, enfin je ne sais pas, mais vous vous demandez sûrement comment on fait, on le fait. Et c'est pour ça que ça marche. Alors, des fois c'est sportif, hein, on ne va pas se voiler la face, mais on y arrive.